Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Le jeu de l'alternance, c'est comment le jouer en Afrique. C'est le thème de cette semaine. Avec au plateau Dr Robin Akhenaton. Il est le président de Nouvelle Vision politique togolais. Et Dr Kofi Paul Paye, il est historien, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, ancien diplomate. Avant la pause, nous avons promis aux téléspectateurs revenir sur les facteurs, ce qui empêche les chefs d'État africains, qui modifient souvent les constitutions pour rester au pouvoir, ce qui les empêche de trouver des remplaçants dans leur propre camp. C'est dû à quoi? Manque de cadre, manque de volonté politique, manque d'audace des dauphins. Docteur Paye, je commence avec vous. Oui, le problème crucial, c'est qu'au sein des partis politiques, le parti politique en Afrique est conçu comme, parfois, dans la plupart des cas, comme un bien personnel. Je m'explique. C'est-à-dire que dans les partis politiques en Afrique, on n'arrive pas à cerner le fait que les membres du parti ont les mêmes avantages et les mêmes devoirs. C'est-à-dire que nos partis politiques manquent tellement de moyens que le chef de parti politique est trop puissant. Et donc, ce chef de parti politique qui est prépondérant, qui est écrasant sur le parti et qui accède au pouvoir, c'est lui qui fait vivre le parti avant même que ce parti accède au pouvoir. Et ça fait que sa personnalité écrase toutes les autres personnes qui font bien, tous les autres membres du parti politique, surtout l'équipe dirigeante. Et ça empêche cette équipe, au sein de cette équipe dirigeante, toute audace. Donc les gens n'ont pas cette carrure-là, cette capacité de se positionner en homme d'État, c'est-à-dire après le départ de ce dernier. Il y a cet aspect-là qu'il faut souligner. Le second aspect, c'est que les chefs de partis politiques sont trop, comment je vais dire, c'est-à-dire ils pensent que après, ils ne pensent pas après leur départ du pouvoir. C'est-à-dire que pour eux, ils sont au pouvoir, je suis au pouvoir, je suis le président. Bon, après moi, on n'est pas pensé maintenant. C'est finalement vers la fin, quand on sent qu'on doit partir, qu'on va commencer à préparer la succession. Et c'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Si Ouattara avait véritablement commencé à préparer... Mais lui, il a préparé d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est vrai que... Avec les vice-présidences qui ont été créées. Récemment, en 2016. C'est pas à la veille du départ qu'il faut commencer à positionner les gens. Ça va créer... C'est ça qui a installé une lutte de succession au sein du RHDP. Créer le dauphinat trop tôt, est-ce que ça va pas se retourner contre vous? Il y a des moyens politiques de le faire. Vous n'allez pas, quand vous accédez au pouvoir rapidement, montrer à tous les membres du parti que après moi c'est lui. Le parti, même la façon dont le parti est structuré, qui occupe quel poste, qui fait quoi, et l'expérience, ce qu'on voit des uns et des autres. Déjà même parfois dans certains partis, l'évolution même du parti montre en même temps, sans le dire, celui qui prendra la succession. Docteur Ton, finalement, il pointe du doigt le fonctionnement ou le dysfonctionnement des partis politiques en Afrique. Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Je pense que ça contribue énormément au problème que nous avons. Vous avez un parti aujourd'hui et 99% même de toutes les dépenses retombent sur vous. Demain, vous voulez prendre une décision. Qui est là pour vous contrarier? Et qui est là pour se dire que je suis le numéro de ce parti. Donc il vous faudrait aussi avoir la culture de participer dans la vie associative. Vous êtes là en tant que parti, ou bien chef de parti, ou bien chef de mouvement, vous apportez une vision donnée, et tout le monde attend que vous alimentez de votre poche, et vous sacrifiez tout ce que vous avez fait comme économie de votre famille pour ce parti ou ce mouvement. Mais à la fin, le numéro 2 n'existe pas. Donc c'est une question de culture générale également que nous devons, à laquelle nous devons réfléchir. Mais vous n'avez pas corrigé cette table non plus. Le numéro de Nouvelle Vision, je ne le connais pas. Mais c'est parce que vous n'avez pas cherché. Il est docteur chercheur. Quand vous cherchez, vous trouvez. Sinon, la Nouvelle Vision quand même. Bon, l'exemple c'est quoi? J'étais président fondateur de la Togolese Foundation. Mais aujourd'hui, je ne suis plus le président de la Togolese Foundation. Donc, j'ai déjà démontré un exemple d'alternance. Ça veut dire qu'à la tête du Togo, j'aurai au moins le temps, après mon premier ou deuxième mandat, de partir. Parce que j'ai déjà l'habitude de partir après mes mandats. Donc, tout ça là pour dire quand même que
si nous n'avons pas cette culture de créer un numéro 2, bien de participer à la vie associative, nous-mêmes, on a un poids sur nous de se présenter comme numéro 2. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que ces dirigeants, au fait, ne mettent pas en application les capacités d'un leader. Ce qui veut dire qu'ils ont démontré beaucoup d'insuffisance en insuffisance, et ils se voient que quand je passe la main à mon numéro 2, peut-être demain je serai trahi. Donc c'est cette peur-là qui fait que je préfère mourir au pouvoir ou bien être forcé d'avoir un dauphin que de préparer quelqu'un pour ma succession. Et encore au-delà de ça, j'ai dit, au fait, le concept d'avoir un dauphin qui prendra le pouvoir, je ne le partage pas très bien. D'autant plus que le pouvoir doit être démocratique. Je peux donner la chance à quelqu'un qui est autour de moi d'être en position d'être un successeur. Mais ce n'est pas à moi en tant que président, parce que j'avais lu la déclaration du président de la Côte d'Ivoire, il y a cela quelques mois, où il disait il faut passer la main à la jeune génération. Ce n'est pas lui qui a la main. La main, c'est pour le peuple. Mais il pourrait quand même donner la chance à un jeune qui, peut-être, en le mettant à cette position, a pu démontrer ses capacités, en le plaçant à tel endroit, il a pu démontrer au peuple qu'il est capable. Oui, mais avoir un dauphin pour dire je passe la main, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Ça, c'est pas ce qu'on appelle l'alternance. Donc, il faudrait quand même que nos dirigeants soient des dirigeants inspirés, des dirigeants qui sont des élus, au fait, des élus du peuple, c'est-à-dire des gens qui s'oublient pour voir le peuple évoluer. Des gens qui trouvent leur fierté dans l'accomplissement de leurs tâches dans leur pays. Mais nous n'avons pas de ces gens. Donc, ces gens ne cherchent même pas leur dauphin. Parce que la question, c'est de savoir si les gens ont des problèmes à trouver des dauphins ou des remplaçants. Est-ce qu'ils sont en train de chercher? Je ne pense pas. Des fois, ils sont forcés à la dernière minute et ils veulent placer quelqu'un. Mais comme ils n'ont pas préparé leur départ, donc ils ont au fait cette peur de passer la main. On nous a appris à l'école que quand tu es surtout dans une classe d'examen, le premier jour, il faut toujours déjà penser au dernier jour, c'est-à-dire au jour de l'examen. Donc quand vous êtes président, le premier jour, pensez déjà au jour de départ. Mais les gens sont là assis. Au jour d'arrivée, à l'examen. Oui, donc si vous êtes déjà président le premier jour, pensez à cette journée, à la fin. Et c'est ce qui va faire que vous allez commencer déjà à préparer votre départ depuis le premier jour. Et préparer votre départ, c'est de laisser un good legacy, c'est-à-dire des rapports, un bon héritage derrière vous. C'est ce qu'il faut. Parce que quand vous le faites, c'est en toute fierté que vous allez vouloir être un ancien président. Et moi, je pense et je prie que le Togo, finalement, est très bientôt un ancien président qui, d'une manière ou d'une autre, contribuera également au développement de notre pays. Donc, ce n'est pas le problème de ne pas trouver de dauphin, c'est que les gens ne sont pas même pas prêts à passer la main. Et il faut que ça change. Le problème, là, ça s'est posé aux grandes démocraties, entre guillemets aussi, le fait de dégager un dauphinat facilement. Et en France, par exemple, les partis politiques sont allés à l'école des États-Unis avec l'organisation des primaires. Est-ce que ça ne va pas sauver la situation aussi dans les partis politiques en Afrique? Oui, ça peut sauver dans la mesure où si nous allons à des partis politiques bien organisés, si nos partis politiques ne sont pas bien organisés et qu'il n'y a pas de structure, d'instance, il n'y a pas une discipline de partis politiques et une culture politique véritable au sein de ces partis-là, on va toujours assister à ce désordre à la fin des mandats présidentiels. Donc il faut une bonne structuration du parti politique et c'est ça qui va favoriser l'organisation des primaires. Donc on sait que dans le parti, il y a 1000 compétences qui peuvent prendre la destinée de notre nation. On fait les primaires. On organise la compétition. On organise la compétition et cela même aiguise. Voilà, cela aiguise même déjà l'acceptation des résultats des consultations populaires au niveau des acteurs politiques. Si dans mon propre parti politique, j'apprends déjà la défaite, cela m'amène, lorsque je serai choisi peut-être un jour et qu'on va me gagner sur le plan national, je vais facilement accepter cette défaite-là. Donc, on doit organiser ces primaires-là pour faire émerger un candidat qui va représenter son parti pour les élections. Et quand on est le parti au pouvoir également, il a dit, c'est pas le président de la République qui se lève un matin et dire que oui, et je vais préparer Gilles qui va prendre ma succession parce que je vais partir bientôt. Non,
Cela ne doit pas se faire comme ça. Et j'insiste là-dessus. Quand les partis sont bien organisés, on sait qui peuvent être dauphins. Et d'où la nécessité maintenant des primaires entre ces dauphins-là pour voir émerger un candidat véritable. Parce que le parti qui est au pouvoir, le président de la République qui est au pouvoir, rien ne garantit, si on organise véritablement des élections, rien ne garantit que celui qui va émerger au sein de son parti sera le futur président. Peut-être que lors de l'élection présidentielle, son parti va être sanctionné par le peuple. Parce que le peuple a cette capacité de sanctionner à travers les élections. Donc d'où la nécessité de revoir le fonctionnement de nos partis. Il a dit il faut que les gens aient la culture de l'association. Quand on est dans un parti, c'est pas parce que je suis issu de tel milieu, on a besoin forcément de mon profil. Je suis enseignant, on a forcément besoin de mon profil qu'on me fait appel. Quand je viens et que j'adhère au parti, je dois adhérer au parti avec des devoirs et des responsabilités. Il faut que je contribue au fonctionnement du parti politique. Autrement dit, le président fondateur, personne n'osera lever le petit doigt pour le contredire. Si je suis dans le parti de mon cher ami Kodovi et que je contribue comme il le fait aussi, le jour où Kodovi me dit, vous savez, par rapport au Togo, le développement que je pense c'est ceci, il dit, mais cher Kodovi, président, je ne suis pas d'accord, on ne peut pas faire ce développement au Togo. Ce que vous dites, c'est pour la France. Ce qui est bon pour le Togo, voilà, ou bien ce que vous dites, c'est l'exemple, le modèle que vous avez ramené des États-Unis. Ah, président, le Togo n'est pas les États-Unis. Donc le Togo, ce que je pense, c'est tel. Et il me dira, oui, cher Kofi, je pense que sur certains aspects, tu as raison. On va voir si on ne peut pas former un petit comité technique du parti pour réfléchir sur le modèle de développement que nous voulons. Mais s'il n'y a pas ce débat à l'intérieur, pourquoi vous voulez qu'il y ait une situation politique stable? Votre exercice a un nom, ça s'appelle politique fiction. Maintenant, je vais revenir à la réalité, renvoyer la question à Dr To, parce que c'est un pays qu'il connaît très bien, les États-Unis, pour avoir fait une grande partie de votre carrière sur place là-bas. Comment eux, ils en sont arrivés à stabiliser la politique, à organiser ces genres de primaires, où n'importe qui peut émerger et devenir présidentiable par la faveur des votes issus de la base? C'est un exemple à exporter dans les pays africains? Bien sûr, j'ai été positivement choqué la première fois où on devrait organiser, je crois, c'était en 2008, les élections présidentielles où, avant même les élections, on ne connaissait pas Obama. On a organisé les élections au niveau du high school. C'est-à-dire où les élèves ont déjà donné les tendances en organisant des élections où quelqu'un se présente comme tel candidat, l'autre se présente comme l'autre. C'est-à-dire c'est cette culture-là depuis l'école que les gens ont. On dit être major, même général, les gens viennent avec des programmes, parler aux étudiants pour qu'ils soient élus à cause de son programme. Mais quelle culture on a ici? On dit quoi? Mon programme c'est quoi? C'est que l'autre a duré. C'est mon programme. Ou bien mon programme c'est quoi? C'est nous seuls qui pouvons le faire. Donc si on a de tels genres de programmes où à l'école même on n'apprend pas de cette technique, je ne vois pas comment d'un seul coup on peut accéder à ça. Donc je dirais que c'est inculqué dans la mentalité des enfants depuis le bas âge. Il y a beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui dans l'administration américaine qui sont apprises à l'école. Je me souviens de cet exemple où vous voyez, comme les États-Unis, le high school, c'est pas matière. Un enfant, vous pouvez avoir 2 enfants, tes propres enfants. Ils prennent par exemple algèbre 1. L'autre compose mercredi et le second va composer le jeudi. Et ils ont pris algèbre 1 c'est-à-dire ils ont en commun l'algèbre 1. Mais vous ne verrez jamais cet enfant dire à son grand frère ou bien à son petit frère que voilà ce qui a été demandé sur le sujet. Parce que déjà à l'école, on les apprend la culture d'être fier de soi-même, de se mesurer par rapport à sa valeur. Mais ici, on va t'insulter pour dire, toi tu as vu ça, tu n'as pas partagé ça avec tes grands frères. Mais vous voyez que nous manquons de cette éducation à bas âge. C'est ce qui fait que nous avons des problèmes de démocratie. Ceux qui sont à la tête du pouvoir aujourd'hui, je vous jure, quand vous parlez avec eux, ils sont fiers qu'ils font du bon travail par rapport à leur capacité. Mais ceux qui sont là pour dire qu'ils peuvent mieux faire, si vous ne démontrez pas les insuffisances et vous ne faites qu'insulter,
quand est-ce qu'on veut changer, on peut changer les choses. Donc ce que moi je pourrais dire, c'est que quand je vois l'expérience américaine, je vois que déjà au bas âge, il y a beaucoup de choses qui sont apprises aux élèves et qui font que quand nous avons ces postes de responsabilité, nous arrivons à mieux gérer. Les maires sont votés, ils sont là, ils savent même pas si... Même parfois les directeurs d'école et les shérifs... tu peux être directeur... bizarrement, aujourd'hui, tu peux être directeur d'école en ayant seulement l'argent et en construisant ton école. Mais ce n'est pas normal. Tu peux être propriétaire d'école, mais avant d'être directeur d'école, c'est-à-dire tu diriges les études pédagogiques, il faut avoir un minimum donné de compétences. Je vois des gens qui sont dans des formations de telles choses, 300 000, 400 000, mais les enfants n'en prennent rien. Et après, ils ont tous ces diplômes et vont travailler dans l'administration. Et vous voulez qu'on corrige les choses. Donc, il y a tellement de choses à revoir. Nous voulons, par exemple, lutter contre la corruption. La dernière fois, je réfléchissais sur un cas, peut-être c'est une parenthèse, où je me demandais pourquoi les ministres togolais, il y a tellement de détournements, il y a tellement de choses. Et je me rends compte, à moins que mes informations sont fausses de ce côté, que quand vous êtes ministre, à la fin de votre mandat, si vous étiez un carpenter, vous deviendrez encore carpenter. Vous n'avez rien comme secours. C'est-à-dire, après ce temps passé, vous retournez à zéro. Donc, quand vous êtes ministre, si vous êtes là pour 3 ans, vaut mieux accumuler tout ce que vous pouvez accumuler en ce moment. Mais vous avez oublié que vous avez changé de statut social. Ou votre femme qui allait acheter à Lagbonou n'achète plus à Lagbonou. Mais vous êtes ministre, vous prenez peut-être 2 millions, 2 millions 500, où les demandes de la population dépassent même 2 millions 500 par mois. Maintenant, après les 3 mois, après les 3 ans, vous devenez zéro. Et ce ministre n'arrive même pas à payer son électricité. Et vous me dites que vous voulez lutter contre la corruption. Et ce ministre, quand il est là, il a un projet, il ne peut pas détourner, alors qu'il ne sait même pas quand il peut partir. Donc il y a tellement de choses à revoir dans le fonctionnement de nos pays. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que si nous voulons arranger notre pays, mettons-nous ensemble, laissons les luttes politiciennes, mettons-nous ensemble, réfléchissons à un schéma de développement qui prendra en compte la réalité de notre pays et dégageons les skills, les techniques dont on a besoin, mettons ça dans l'éducation de nos enfants depuis le bas âge. Formons les gens dans les églises, dans nos mosquées, un peu partout, et nous allons en tout tous suivre un modèle togolais qui va donner la fierté d'être togolais et de faire réussir notre pays. Vous avez dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Selon vous, donc, tous les ministres trempent la main. J'ai dit beaucoup de choses sans dire tous les ministres quand même. Donc, moi, je suis il y en a qui vont avec un minimum déjà dans la poche. Donc, oui. Ne généralisons pas. Oui, on ne généralise pas. Mais ce que j'ai dit, je propose la condition. C'est même pas seulement au Togo. Oui. Et oui, vous avez fléché beaucoup de personnes, quand vous dites que dans l'éducation, le travail n'est pas abattu. Vous voulez dire, par exemple, à Dr Paye, qu'ils apprennent aux élèves et aux étudiants tout sauf l'essentiel. Oui, ça, je veux pas... Avant qu'ils n'interviennent, moi, je ne suis pas d'accord parce que je suis le fruit de l'éducation togolaise. Je suis... j'ai ma maîtrise en économie à l'université de Lomé avant de partir aux États-Unis pour poursuivre mes études. Donc ça veut dire que l'éducation togolaise m'a apporté. Donc je ne globalise pas, mais je pense qu'il comprend ce que je suis en train de dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, et en toute humilité intellectuelle, je reconnais que l'éducation chez nous a quelques insuffisances. Quelques insuffisances parce que... Par euphémisme, sinon vous aurez pu être plus dur. Non. Donc nous avons des insuffisances, effectivement, pour qu'une société se développe réellement et qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine cohésion, surtout sur le plan politique. Nous sommes en train de parler politique. L'éducation aussi joue à un pourcentage très élevé dans la société que nous voulons demain. Donc, le développement d'une nation passe forcément par l'éducation de ses citoyens. Quelle est la culture citoyenne que nous enseignons à nos élèves, à nos étudiants? Il y a un problème. Certes, normalement, moi je suis historien, je suis très interpellé par cette situation. Pour que nous ayons une culture citoyenne véritable de nos nations, il faut que nous possédions notre histoire. Nous pensons tout le temps à apprendre l'histoire des Occidentaux sans montrer, sans forger nos citoyens à leur propre histoire. Parce que quand vous maîtrisez votre histoire, cela permet déjà une certaine cohésion sociale pour arriver
à la cohésion Et justement, nationale. vous me permettez Donc, d'ouvrir une parenthèse. Oui. Vous, par exemple, Oui. vous êtes au département d'histoire. L'histoire, j'en suis le chef même d'ailleurs. Oui, mais ça me... Oui, oui. Non, moi, j'ai la bonne personne. Oui, oui, vous avez la bonne Une personne. réponse. J'ai voulu même faire une émission là-dessus. Pourquoi, dans votre université, dans votre département, vous n'avez pas une filière sur, par exemple, l'égyptologie, d'accord, l'histoire la plus probante de l'Afrique, Oui. pour enseigner ce que l'Afrique était, parce que tout le monde parle de cette Égypte, des valeurs Je vous invite, qui ont inspiré la Grèce et consorts. voilà, je vous invite à vous inscrire au département d'histoire, peut-être à partir de l'année académique prochaine, parce que nous sommes Donc, c'est maintenant que ça vient. Hein. Oui, nous sommes en pleine révision de nos offres de formation. Moi, avec mon équipe de travail, nous avons revu toute l'offre de formation en licence et ce que nous allons faire pour le master également. Et on a accordé une place de choix à l'histoire africaine et à l'histoire du Togo. Félicitations. Parce que si nous ne connaissons pas notre histoire, on ne peut pas faire des bons qualitatifs. Donc, nous sommes en pleine réforme. Et même la première maquette a été étudiée la dernière fois par la commission LMD, qui nous a fait des observations. Et nous prenons en compte tous ces éléments, puisque le constat est là. Nous ne possédons pas notre histoire. Et nous, les enseignants, nous sommes interpellés. Non seulement les historiens, nous, on veut même ouvrir le champ à d'autres disciplines. Il ne sert à rien de venir à l'université, d'apprendre le droit, d'apprendre l'économie, connaître toutes les théories économiques, connaître les choses, sans maîtriser l'histoire de son pays. Oui. Moi, je suis sur l'Égypte parce qu'il paraît que c'est une civilisation qui a c'est fait une ses preuves. oui. Pourquoi ne pas retourner là pour démontrer on enseignait, au niveau de la société, au niveau du droit, au niveau même de la médecine, ce qui a marché. On l'enseignait. Moi, quand je m'étais inscrit en année de licence, durant mes années de licence, nous avons fait l'histoire des grandes civilisations antiques. Et on a brossé de manière très, très brève l'égyptologie, mais pas à fond. C'est maintenant que nous voulons revenir sur les choses, parce qu'on est très vite invité à aller apprendre l'histoire de l'Occident, etc., en oubliant notre propre histoire. Donc, c'est maintenant que nous sommes en train de revoir, de rectifier le tir pour que nous enseignons réellement ce que la civilisation égyptienne a apporté à l'Afrique. Mais est-ce que vous avez les éléments nécessaires pour faire ce travail, ou vous allez utiliser encore les théories pondues par les Occidentaux et parfois non, de plus en plus, il y a des études qui sont plus affinées, qui sont faites par les Africains eux-mêmes. Et nous allons nous baser sur ces publications-là pour apprendre davantage ou bien pour connaître davantage l'égyptologie et ce que la connaissance de cette histoire de l'Égypte-là peut nous apporter aujourd'hui. Il ne servira pas seulement de dire que l'Égypte a été, l'Égypte fut, l'Égypte a inspiré l'Occident et puis on va s'en tenir. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'égyptologie pour améliorer le système sanitaire chez nous en considérant nos moyens sur place, par exemple? Et d'ailleurs, il paraît que la médecine moderne a été fondée par un certain Imhotep qui vient de l'Égypte. Donc, intéressant à savoir. On va refermer cette parenthèse, parce qu'elle est intéressante. D'accord. Donc, tu acceptes mon invitation. Oui, exactement. Pour t'inscrire au département d'histoire. Moi, je vais aussi fermer la parenthèse en disant que... En disant que voilà ce qu'on appelle le fruit de l'alternance. Ainsi, c'est lui qui était le directeur de la faculté de l'histoire était là, il ne voulait pas partir. Je ne pense pas que des jeunes comme Dr Kofi seront là aujourd'hui avec ces idées. Le fruit de l'alternance, même à la tête de l'université à Lomé, on a vu... Justement, le week-end passé, j'ai vu votre poste, vous m'avez dit que vous étiez perdu à l'université. J'y étais, j'ai vu ce qui se passait. Ce qui veut dire que l'alternance porte de fruits, surtout quand on est là pour faire développer. Donc c'est la parenthèse qui est fermée. Ma question, maintenant, revenons à nos moutons, ou à notre alternance. Alors, est-ce qu'il faut considérer aussi que les chefs d'État africains manquent parfois de bons challengers, de bons cadres autour de la ressource humaine qualifiée? Le président Talon avait dit au Bénin, on a crié haro sur le Bodé, que son pays est devenu un désert de compétences. Est-ce que ce désert de compétences politiques n'existe pas également? Oui, je pense quand même aussi que il y en a, mais au même moment, c'est que ceux qui sont à la tête, ceux qui sont au front, peuvent ne pas être les bonnes personnes. Au Togo aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il n'y a pas des compétents en tant que des challengers politiques.
Mais est-ce que ceux qui sont au front aujourd'hui sont les bonnes personnes? Parce que ce que vous dites, c'est un peu contradictoire. Ce n'est pas contradictoire, je vous explique. Oui, s'il y a les bons cadres à l'intérieur, pourquoi ils laissent les pacotille diriger? Non, parce que la finalité, c'est ça qui dirige nos jeux. Est-ce qu'en recherchant les bons challengers, ça me permet de garder le pouvoir? Est-ce qu'en recherchant les bons challengers, ça me permet d'accéder au pouvoir? C'est-à-dire, tout est question de finalité. Moi, j'ai vu des situations dans ce pays où il y a des sections, ils ont besoin, par exemple, de 500 000 pour arranger, mais ils préfèrent donner 1 million à une personne pour que le truc soit comme ça. Parce qu'à la fin, il faudrait quand même pouvoir gérer ces gens de leur manière pour arriver à leur finalité. Donc, tout le monde n'est pas motivé par la création du bien-être de ce pays. Sinon, même dans le régime aujourd'hui, je ne peux jamais me permettre de dire qu'il n'y a pas de compétents. Il y a des gens, vous serez fiers d'eux quand on parle de la compétence. Mais si cette compétence est utilisée d'une manière opposée contre le peuple pour accéder à quelque chose, ce n'est pas bon. Si nous avons ce que nous avons aujourd'hui jusqu'à ce niveau, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire tout de suite. Mais si au Togo, les gens sont si compétents de pouvoir sauvegarder des choses pour de telles longues années, c'est qu'ils sont compétents. Oui, mais que cette compétence-là soit... L'exemple de ces pays, hein, les deux qui sont en vedette cette semaine, la Guinée et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par exemple, quand j'écoute le directeur exécutif du RHDP, le parti de Alassane Dramane Ouattara, Bictogo, aller sur les antennes et démissionner de ses compétences et dire qu'au sein du parti, il n'y a aucun cadre capable d'aller aux élections. Mais ce sont ces cadres-là qui dirigent les partis. Oui, et il ne faut pas perdre de vue également qu'on l'appelle jeu politique. Quand on dit jeu, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est un jeu. Ça s'appelle jeu politique. Ça veut dire que c'est Ouattara qui parle à travers ces gens? Je ne le dis pas je ne le dis pas comme ça, mais je vous dis que nous sommes en politique et nous sommes en jeu politique. Oui, vous ne voulez pas le dire comme ça. Mais je le dis autrement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout peut se passer. Mais vous-même, vous allez me dire qu'il n'y a pas de cadre compétent. Mais c'est le cadre lui-même qui le dit. Oui, bon, il le dit par quelle motivation? Ouais, tout est question de finalité, ça je dis. Voilà. Aujourd'hui au Togo, on a des compétents, on a des gens qui font des inventions qui peuvent faire développer nos pays. Maintenant, il faudrait que ces inventions soient accompagnées d'une bonne moralité pour que ça porte fruit à nos populations. Oui. Donc ce ne sont pas les cadres qui manquent, mais cette motivation de permettre l'évolution, comme ça s'est fait dans le département de l'histoire, par exemple, c'est ça qui manque. Parce que l'autre pense que quand le jeune vient et maintenant pense à l'égyptologie, pense à tel programme, c'est comme s'il veut me dire que je n'ai pas été bon. Ce n'est pas ça le combat que nous faisons. C'est un combat d'amélioration perpétuelle. Alors, docteur Paye, voilà, dans un pays où on a quand même eu des premiers ministres, des ministres, des présidents de l'Assemblée nationale, des vice-présidents, mais on nous dit qu'il n'y a pas de cadre capable de... Non, il faut mettre une différence entre la communication politique et la réalité politique. Parce que Adama Bictogo, qui crie qu'il n'y a pas de compétent autre que Alassane Ouattara pour briguer à la magistrature suprême, je dis qu'il est dans une communication politique. Parce qu'autour de nos chefs d'État, il y a beaucoup de compétences dans les pays africains. C'est quel genre de communication politique? Bon, autant dire lui-même que moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, et puis, votre question n'est que le prolongement de ce que nous avons discuté tout à l'heure en ce qui concerne le fonctionnement même des partis politiques. Donc, il n'y a pas de voix dissonante par rapport à la voix du président de la République au sein de nos partis politiques. Ça fait que finalement, l'entourage ou bien les compétences, les cadres qui sont autour de nos présidents, difficilement, ils pensent le contraire de ce que le président peut penser. Parce que, vous savez, quand nous revenons à l'exemple de la Côte d'Ivoire, quand Adama Bictogo soutient qu'il n'y a que Ouattara, il est en fait, en réalité, moi je l'assume, hein, comme vous l'avez voulu que Cordovi le dise, c'est Ouattara qui pense... c'est Ouattara qui parle en ces personnes-là. En réalité, parce que ces personnes sont compétents, ils sont de grands cadres, mais ils sont incapables de dire au président, comme vous avez donné votre parole pour ne plus vous présenter à une élection, ce que nous devons faire, ce que je pense, c'est de nous réunir, d'arriver à surmonter nos appétits présidentiels
pour désigner un candidat qui va vous succéder. Mais est-ce qu'un cadre qui n'est pas capable d'assumer sa responsabilité? Non, il est en politique. Je suis sûr qu'il est encore cadre. Il est cadre. Formellement, il est cadre. Mais c'est la politique qui l'a transformé en... Je vais m'amuser un peu en fenêtre. Et responsabilité, c'est quoi? C'est peut-être assumer ce qu'il est en train de dire. Vous reprenez l'expression d'un célèbre bloguiste camerouno-ivoirien, Chamsi. Franklin Nyamsi, ouais, c'est lui qui va parler c'est lui qui a parlé de ça. De fenêtres, oui. Qui ne sont même pas des fenêtres, ils sont des trous. Parce que je pense que quand on est compétent et qu'on veut mettre ses compétences au service de la nation, il faut mettre une différence entre mettre ses compétences au service de la nation et au service d'un homme. Généralement, ce qui se passe dans les pays africains, les cadres qui sont autour du président de la République mettent leurs compétences au service d'un homme et non au service de la nation. Sinon, autour de nos chefs d'État, il y a des gens très compétents. Mais au même moment, ces cadres... Et aussi, je veux, si vous permettez quelques secondes, parfois aussi au sein de nos partis politiques, au sein de nos pouvoirs, il y a des pesanteurs à la fois extérieurs et internes qui font changer beaucoup de choses. Quand je prends par exemple à l'interne, on me parle de géopolitique. Quand vous êtes au pouvoir, il faut faire en sorte que vous ayez autour de vous des gens venus de divers horizons du pays. Il faut que votre entourage soit représentatif de... Vous savez, la question identitaire demeure toujours en Afrique. Il y a ces pesanteurs-là aussi qui jouent, qui font que les cadres, finalement... et les multinationales du Dr Ton. Oui, et les multinationales du Dr Ton, qui ont des intérêts à défendre par le biais de ces hommes politiques en Afrique. Ça aussi, ce n'est pas faux. Ça rentre dans l'analyse. Il faut considérer tous ces éléments. Et ce sont des éléments qui sont souvent cachés, que nous appelons par exemple en histoire politique les forces obscures, que nous ne voyons pas, mais on ne comprend pas comment les choses se passent. Et il faut quand même mettre dans la balance aussi le sort qui est souvent réservé à ceux qui osent sortir un peu de la ligne officielle. Le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale en a eu pour son compte, Guillaume Soro, par exemple, qui se retrouve en exil. Oui, justement, c'est ça. C'est que quand vous êtes là et que vous ne voulez pas démontrer votre compétence, quand on prend Ouattara avec toutes ses compétences intellectuelles et autres, on aurait pensé à un président modèle. Mais si à la date d'aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de questions qui viennent en tête. Des fois, je me dis que c'est nous, peuple, qui allons aider nos présidents à être ce qu'ils doivent être. Mais qui, par exemple, peut dire, ou bien peut ne pas croire, que la décision de Ouattara d'aller à un troisième mandat provient d'une force obscure. Tout est là. Peut-être il a besoin du peuple, il a besoin de la réaction de ce peuple pour se retirer. Parce que les autres qui veulent les intérêts de nos pays, des fois, forcent la main de nos présidents à faire des choses contre leur gré. Oui. Ce que vous dites, les tentatives qui n'ont pas marché. En Afrique, oui, ces tentatives ont été avortées parce que la population, à un moment donné, a dit non. Le Burkina Faso, par exemple, et en Zambie, Frédéric Chiluba a dû faire marche arrière parce qu'il a rencontré une forte résistance de la population. Ah oui, justement, quand la force... Le Malawi aussi, où le Parlement s'est opposé en 2002 à ce que Bakili Moulouzi brigue un troisième mandat. Ça a marché dans certains pays et dans d'autres pays, ça n'a pas marché. Ça dépend de la force, de la force obscure, de la pression de cette force des fois. Parce que si ceux qui ont intérêt dans nos pays se disent qu'ils ne trouvent pas leur numéro 2, parce que leur numéro 2 peut être différent du numéro 2 même du président de la République. Mais bon, faisons quand même, tentons de le faire, de trouver des raisons à ces modifications constitutionnelles et à cette envie de succomber au syndrome du troisième mandat. Est-ce qu'ils n'ont pas quand même quelques raisons en ce qui concerne la stabilité des différents pays où nous sommes dans une période difficile avec la pandémie du coronavirus, le terrorisme qui progresse? Est-ce que ces pays n'ont pas besoin d'une forme de stabilité qui encourage ces présidents à rester au pouvoir? Il y a des cas, pour lesquels on peut coller cette analyse-là. Vous prenez le cas du Tchad, par exemple. Idriss Déby est éternellement là. Et il est soutenu par les puissances occidentales tout simplement parce qu'il mène un bon boulot contre le terrorisme dans la région, dans l'Afrique sahélienne.
Bon, aujourd'hui, avec la nouvelle donne, la question du terrorisme et autres là, j'écoutais, hein, par exemple, chez nous, une analyse sur RFI la dernière fois qui disait que oui... Radio France Internationale. Oui, que le régime en place a le soutien de l'Occident parce que le Togo, quoi qu'on dise, constitue un noyau contre l'avancée du terrorisme dans la région. Donc, il faudrait pérenniser à ces pouvoirs-là, à pouvoir jouer ce rôle pour les puissances. Bon, peut-être aussi, nous sommes en train de parler de Ouattara qui succombe, hein, à cette tentation politique du troisième mandat. Et les Occidentaux vont bizarrement le soutenir, hein, s'il va jusqu'au bout, parce que la Côte d'Ivoire a connu 2 ou 3 attaques terroristes. Il vaut mieux avoir un régime stable pour pouvoir contrecarrer le terrorisme que d'avoir au pouvoir des gens qui ne maîtrisent pas les affaires de l'État et certains canaux et pour créer une situation insupportable, comme ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Parce que pendant longtemps, Blaise Compaoré a incarné ce rempart-là contre l'avancée du djihadisme. Il savait négocier avec les djihadistes. Il savait à la fois manipuler le bâton et la carotte, savait jouer à la stratégie pour aller négocier avec les terroristes. Pouf, voilà, il est parti et on voit ce que le Burkina devient à partir du Mali, Niger et autres. Donc, ces éléments aussi rentrent dans l'analyse. Vous allez me dire que qu'en est-il du Niger, que Mamadou Issoufou est en train de partir, mais il part, mais il ne part pas. C'est son parti qui va rester. C'est son dauphin qui va prendre le pouvoir. Ça, personne ne va me dire le contraire. Vous donnez déjà les résultats de l'élection. Docteur Ton? Non. Moi, de ce côté, je ne suis pas totalement d'avis avec mon frère Dr Kofi sur ça, parce que je ne vois en aucun cas là où nous pourrons coller cette analyse à un pouvoir donné. Pour se dire, au nom d'une paix, au nom d'une stabilité, il faut que les gens demeurent sans limite. Oui, c'est une réalité, la pandémie du... Oui, je comprends. C'est une réalité, le terrorisme aussi. Est-ce que vous allez me dire aujourd'hui que si ces présidents-là viennent en rencontre de la mort, en supposant que la mort vient frapper à ta porte, tu vas lui dire qu'à cause du terrorisme ou bien à cause de l'instabilité, je vais encore rester un peu? Non. Mais si vous finissez votre mandat, partez, laissez de bons analyses pour que celui qui va venir puisse avoir déjà cette pression de faire mieux que vous. Donc moi je ne pense pas que nous devons donner raison à n'importe qui, à qui que ce soit, pour dire voilà, à cause du terrorisme, Idriss Déby, je comprends, hein, mais je dis, il peut avoir un meilleur Idriss Déby en Tchad. Il peut avoir un meilleur, par exemple au Niger, vous avez donné l'exemple du Niger. Même si c'est quelqu'un qui viendra de son parti, il aura un meilleur. Vous avez peut-être raison, hein, au Nigeria avec Boko Haram. Il y a régulièrement des... Justement, donc ce n'est pas en nous focalisant sur ces choses pour dire que bon, à cause de la stabilité, parce que notre croissance économique est passée en 2005 à 5,6 et de 2010 à 2015, ça fait donc le chef d'État continue un travail, il faudrait qu'il reste. Non. Il a déjà tracé le chemin. Il a fait les moules. Quelqu'un d'autre peut prendre. Et cette pression, ce qu'il a fait comme bon travail, deviendra une pression pour celui qui va venir, pour que ça puisse s'améliorer. Ne nous donnons pas ces occasions pour dire, voilà, il doit pérenniser là-bas. Je comprends quand même que si la personne n'a pas fauté démocratiquement, on ne peut pas lutter, on ne peut pas jeter des éponges sur sa figure. Mais ne nous disons pas que c'est parce qu'il a fait un bon travail qu'on ne peut pas avoir un meilleur travail. Il nous reste une dizaine de minutes. On l'a effleuré un moment, mais je voudrais qu'on insiste un peu aussi sur la responsabilité des opposants. Docteur Ton n'aime pas ce concept opposant, mais je vais lui prêter donc lui envoyer lui préférer le terme concurrent. Les concurrents politiques, est-ce qu'ils sont à la hauteur? J'ai lu un document dans l'université togolaise, docteur Siamgou, qui accuse l'opposition de confondre souvent alternance, opposition à insurrection. Pour lui, les oppositions utilisent les mauvaises stratégies, ce qui braque ceux qui sont au pouvoir. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que parfois, on a comme l'impression qu'on n'a pas d'opposition véritable, une opposition politique au sein de nos pays africains. Parce que
les opposants, les décisions, leur stratégie pour conquérir le pouvoir, cette stratégie ressemble fort à de la vengeance. Et on l'a dit en début de cette émission que normalement, l'alternance ne doit pas être perçue comme l'accession, la victoire d'un camp sur l'autre, ou bien l'accession au pouvoir d'une opposition sur un parti qui était au pouvoir. Donc, normalement, ces opposants en Afrique, j'ai remarqué généralement que ce sont des opposants de pouvoir ou bien des opposants de siège présidentiel que des opposants pour développer véritablement leur pays. Alors, je m'explique tout simplement parce que ces opposants-là, au lieu de travailler et de trouver les bonnes stratégies pour accéder au pouvoir et l'exercer, quitte à partir un jour, si le peuple les sanctionne, pour que l'autre vienne, ces oppositions ne sont pas dans ce rôle-là. Ces oppositions sont là juste pour, c'est-à-dire, en temps d'élection, il faut faire du bruit, il faut menacer l'autre, c'est-à-dire, ces opposants ne saisissent pas parfois même l'occasion de pouvoir aller au pouvoir ou bien d'avoir une vie politique saine. Vous voyez, certains opposants, à un moment donné, au lieu de participer aux élections et faire comprendre aux partis au pouvoir que les élections s'organisent de manière très démocratique, etc., ils refusent de participer à ces élections. Parfois, certains opposants, et on a dit ça ici, que certains partis n'ont pas de moyens financiers et ils sont obligés de faire un semblant aux yeux du grand public qu'ils sont opposants, alors qu'en coulisses, ils viennent dealer avec le parti au pouvoir et le parti au pouvoir reste toujours au pouvoir. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que ces opposants sont persécutés aussi oui, dans les différents pays. Oui, tous les moyens de subsistance sont coupés. Oui, c'est pourquoi je dis, quand vous animez une opposition dont l'objectif est forcément de renverser l'autre, je dis renverser parce qu'on sait comment les élections se déroulent, de passer au pouvoir et de juger l'autre demain. Si les oppositions fonctionnent comme ça, elles ne seront que traquées par ceux qui sont au pouvoir. Il faut une opposition qui fasse comprendre aux tenants du pouvoir, bien à ceux qui sont au pouvoir, qu'en réalité, nous sommes en train de jouer. Et c'est une compétition politique. Et donc, si le peuple accepte, je prends le pouvoir aujourd'hui, je travaille et le peuple me jugera. Si le peuple veut que l'autre vienne, il reviendra. Donc, c'est pourquoi moi je dis, c'est vrai que nos oppositions sont persécutées, mais il faut que ces oppositions jouent véritablement un jeu politique. La politique, c'est tout un art. On ne se lève pas du jour au lendemain pour crier sur les toits que vous êtes opposant, vous voulez aller au pouvoir. Mais de quelle culture disposent nos opposants? Quand je parle de culture politique, je ne parle pas de diplôme. Un docteur peut ne pas avoir une bonne culture politique. Il peut beau être bardé de diplôme, mais s'il ne sait pas comment faire de la politique, il va faire une mauvaise politique. Donc ces opposants, franchement, manquent de stratégie. C'est vrai qu'elles sont persécutées ici, là, mais la persécution qui s'abat sur ces opposants aussi dépend de leur réaction vis-à-vis du pouvoir. Alors, docteur Ton, oui. Alors, pour le résumer, pour synthétiser ce qu'il a dit, l'alternance, le problème de l'alternance aussi, c'est dû à l'opposition trop populiste. Oui, justement, quand vous avez une opposition, quand vous avez un régime qui dure, ça veut dire que son opposition n'arrive pas à faire le boulot. C'est logique. Parce que si j'arrive à me perpétuer au pouvoir, ça veut dire que l'autre qui doit me faire partie n'arrive pas à le faire. Donc, si c'est le cas, en revenant à votre question pour parler du problème des compétences, je dirais oui. Aujourd'hui, je discute des fois avec des camarades ou bien des amis, des aînés politiques qui ne maîtrisent même pas ce qu'on appelle le PND. Qu'est-ce qu'on a dans qu'est-ce qu'on met dans le programme national de développement? Parce qu'ils vont se dire que bon, le PND c'est conçu par le régime. Mais quand on parle du programme, le FAEJ, par exemple, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens se disent non, c'est pour les gens de l'UNI. Alors que nous avons des jeunes, il y avait des opportunités pour toute la jeunesse togolaise. C'est pas parce que vous n'êtes pas de ce parti que le programme, là, vous allez la balancer à terre. Mais moi, je me suis amusé même la dernière fois à dire que normalement, voyant même la conception du programme national de développement que nous avons, qui est de 2018 à 2022, j'aurais préféré que ça soit un programme national de développement
au lieu de programme de société d'un candidat, où chacun, dans une vision donnée, viendra proposer au pays, à la nation, au peuple togolais, son programme national de développement, peut-être avec 3 axes et avec des indices, à savoir que voilà, en tant que président, je me battrai à prendre la croissance économique qui est de 6,5 en moyenne pour l'amener à 7,3. Et le nombre d'emplois ou bien le taux de chômage, je le réduirai de telle chose en faisant ceci et cela. Et ça permettra à chaque citoyen même de juger le mandat des gens. Mais quand nous avons une opposition qui ne s'intéresse même pas au programme pour savoir là où il y a des hauts, des bas, et vous voyez quand même des opportunités à saisir. Pour apporter un peu d'eau à votre moulin, j'ai été surpris la dernière fois par un petit article que votre parti a publié sur des opportunités en matière agricole où vous disiez qu'il y avait un prêt pour le monde agricole. Justement. Et vous invitiez les jeunes à... Sur le site Republic of Togo, ce n'est pas un site de UNI, c'est un site de tout le Togo. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant que quand l'État offre des opportunités aux agriculteurs, vous n'allez pas inviter les gens de votre parti à saisir l'opportunité. Donc c'est ce genre d'opposition que nous avons. Et ces oppositions ne peuvent pas permettre à l'évolution de notre pays. Et vous dites par exemple qu'il y a des opposants qui sont persécutés. Pourquoi? Parce que leur opposition s'oriente seulement vers une personne donnée et ça porte atteinte à la vie des gens. Donc quand ça porte atteinte, tu deviens un danger. Donc toi aussi tu es un danger. Tu es en danger. Donc c'est ce que nous avons comme opposition. Aujourd'hui, moi je suis libre. Vous m'invitez chez un opposant, je suis là. Vous m'invitez dans la maison de Uni, je suis là. Partout je suis là. Mais tout ce que nous allons discuter, c'est pour le bien-être de ma génération. Tout ce qui va compter pour moi, c'est qu'à la fin de mon exercice, combien de jeunes ont pu trouver d'emploi? Combien de femmes qui pleurent dans le marché, dans les grands marchés, ont pu trouver responsabilité? Comme ça, est-ce que votre discours politique peut prendre? Parce que le milieu est dominé par le populisme. Est-ce que vous ne risquez pas d'être taxé devant... Le milieu est dominé par le populisme qui ne donne pas de résultats. Donc je préfère ne pas être populiste et donner un bon résultat. Donc aujourd'hui, je m'en fous si les gens disent il est de tel, il est de tel. Mais ce qui est plus important pour moi, quel est le résultat que j'apporterai à ma génération? C'est ce qui est plus important pour moi. Donc c'est à travers ce résultat que les gens verront. C'est-à-dire c'est pas le fruit de tes actes qu'on saura qui tu es. Donc je continue à me battre pour ma génération et non pour être populaire et ne pas porter de fruits. Et c'est cette opposition-là que nous voulons changer. C'est pourquoi nous avons une nouvelle vision de la chose et c'est pourquoi la nouvelle vision doit s'imposer dans ce pays. On va conclure cette émission à 30 secondes de chacun. Docteur Paul Kofi Paye, alors comment favoriser l'alternance dans la sous-région qui assiste à une forme de reculade, parce que ce qui s'est passé en Guinée et en Côte d'Ivoire, c'est interprété comme un recul grave de la démocratie. Comment favoriser l'alternance? Et on va terminer avec... Oui, d'abord, je voudrais dire, jeter les fleurs à l'homme politique, Kodovi, qui est ici. C'est rare d'entendre ce genre de discours, un homme politique qui dit, si Uni m'invite, j'irai manger, bavarder avec celui de Uni qui m'a invité et vice-versa. C'est déjà un pas positif pour la démocratie dans notre pays. Alors, comment favoriser l'alternance? Je sais que nous sommes en train de reculer. Il va falloir que la société civile aussi essaie de donner de la voix. La société civile ouest-africaine, bien entendu, essaie de commencer à donner la voix et à interpeller... certains acteurs culturels. Oui, et à interpeller les hommes politiques. L'artiste Mewe qui a sorti 2 minutes 53 ou 54, qui est en train de devenir viral. On doit interpeller nos hommes politiques pour leur rappeler que la démocratie qui a vu le jour en Afrique noire à partir des années 90, que cette démocratie est en recul, surtout au niveau de l'alternance, et repenser comment alterner vraiment pour alterner. C'est parce que les alternances ressemblent à des insurrections qu'il faut que peut-être ces dirigeants continuent de boucher les canaux pour que les uns et les autres ne puissent pas parvenir au pouvoir. Donc, il va falloir réfléchir sur tout ça là. Merci, docteur Paye. Docteur Ton, mot de fin, je dirais, un petit mot. Mot de fin, je dirais que nos concurrents politiques aussi essaient de revoir nos stratégies, que ceux qui sont au pouvoir acceptent d'être accompagnés et que les multinationales qui sont des forces obscures sachent que, au-delà de ceux que nous avons aujourd'hui, nous avons toujours des Africains possibles, talentueux, compétents à permettre à ce qu'ils puissent trouver leurs intérêts, mais en nous laissant la place de servir notre nation. Merci, docteur Ton. Et nous arrivons à la fin de ce forum. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.